Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Politicus, le podcast qui interroge la politique fribourgeoise. Je suis Leonardo Gomez-Mariaca, président des Jeunes Verts libéraux fribourgeois, pas un journaliste donc, et pas neutre non plus. À travers ce podcast, je vais interviewer un certain nombre de politiciens, de politiciennes, de membres d'associations et de personnalités qui forment ensemble la ligne politique du canton. Dans ce second épisode, nous allons donc interroger François Clément, nouveau co-secrétaire d'UNIA Région Fribourgeoise. UNIA qui est donc un syndicat de protection des travailleurs et des travailleuses dans le domaine particulièrement du privé. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la notion de travail. Est-ce que cette dernière implique, après la crise du Covid-19, quels impacts ont eu notamment le télétravail, mais aussi les définitions données par le Conseil fédéral de certains corps de métier comme étant essentiels et d'autres comme étant non essentiels? Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour tout à chacun? J'espère que cet épisode vous plaira. Vous écoutez Politicus. Sur la partie un peu plus politique, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous collaborez, on va dire, avec les partis traditionnels ou alors avec les associations simplement? Est-ce qu'il y a une collaboration qui se met en place ou est-ce que vous préférez ne pas trop vous disperser justement pour vous concentrer spécifiquement sur la problématique en cours? Quel est votre contact finalement avec les représentants, les élus, le monde politique de manière générale? Ouais, ça fait deux questions. Est-ce que Oui. les rapports avec les élus institutionnels dans leur fonction ou le rapport avec une organisation politique qui fait le politique et pas la politique, c'est des choses différentes parce qu'il y a le fait d'organiser une vie de débat, d'échange politique, de défense d'intérêts et le fait d'être un élu qui doit remplir une fonction avec sa vision évidemment politique, c'est pour ça qu'il a été porté, mais qui doit remplir une fonction. Si je commencerai par les associations et les partis politiques, là on est dans la question difficile de savoir quel est le rôle réel d'un syndicat, quelle est la limite de son champ d'action. Et ça, c'est un débat qui traverse tous les syndicats et qui va dépendre d'un syndicat à l'autre. Je pense que la vision qu'on porte, elle n'est jamais complètement fixée, parce que c'est toujours un débat de savoir, mais ça nous concerne ou pas, c'est toujours très compliqué. Mais nous défendons les intérêts des travailleurs et des travailleuses, donc dès que les intérêts des travailleurs et des travailleuses sont en jeu, c'est notre intérêt d'agir. Donc, par exemple, la question du changement climatique, par exemple, elle a des conséquences concrètes et directes sur les lieux de travail. Une canicule, toute notre loi, par exemple, de sécurité sur le lieu de travail n'est pas du tout adaptée à la notion de canicule. Oui. Voilà. Le système intempérie, par exemple, pour faire un exemple très concret, le système intempérie, à l'heure actuelle, il prévoit qu'en cas d'intempérie mettant en danger les employés, on peut les mettre à l'abri avec une APG de la part de l'État pour les pertes liées à ça. Mais le système intempérie, cette loi sur la protection des employés lors d'intempéries, elle a une ordonnance qui lui est adossée, signée par le Conseil fédéral, donc faite juste par signature du Conseil fédéral, qui prévoit 2 jours de carence. Parce qu'en fait, cette règle a été prévue en disant, quand il pleut 5 jours d'affilée des albardes, au bout de 2 jours, on met les gens à l'abri. Mais les 2 premiers jours, il n'y a pas de nécessité, donc ça serait un peu trop tôt, donc on essaie d'abord de trouver d'autres solutions, puis vraiment au bout de 2 jours, si ça continue et que c'est pas possible, on met les gens à l'abri. Ce qui pouvait faire sens. À une époque, le principal problème, c'était les tempêtes de neige et les pluies d'albarde. À l'heure actuelle, où il y a des canicules et que la température peut d'un seul coup monter à plus de 40 degrés, ou en tout cas approcher ces zones-là, et dans des zones où on est particulièrement exposé, si vous êtes en train de goudronner une autoroute, la température à la surface est juste infernale, en plus du rayonnement. En fait, ça n'a pas de sens, parce que le premier jour de canicule, vous ne pouvez pas partir parce qu'il y a le jour de carence. Le deuxième jour de canicule, toujours pas. Puis le troisième jour, la canicule, elle est finie. Et les dégâts ont été faits, on peut mourir de choc de chaleur. Donc en fait, cette règle n'est pas du tout adaptée, il faudrait la changer. Mais aucune de nos règles n'est adaptée. Et le changement climatique va impliquer plein de problèmes comme ça. Plein d'usines, par exemple, qui sont parfaitement bien chauffées en hiver, mais pas du tout prévues pour des températures d'été. Un système de ventilation pour l'été. Exactement. Toutes les cuisines, par exemple, qui sont vivables dans une température continentale normale, mais quand il fait 35 degrés dehors, être au fourneau d'une cuisine dans un restaurant, ça devient une toute autre histoire. Donc c'est pour ça que, par exemple, pour les syndicats, le changement climatique est un enjeu du syndicat. C'est un jeu des travailleurs, du coup. Des travailleurs et des travailleuses, voilà. Et puis, il y aura d'autres notions. Par exemple, sur le droit des étrangers, des questions se posent parce que beaucoup de nos membres sont d'origine étrangère et parce qu'une mauvaise loi sur les populations étrangères, c'est une loi qui va créer un système d'exploitation sur les lieux de travail.
On a vu par exemple la différence avec l'opération Papyrus à Genève, qui fait que plein de personnes qui étaient en situation de sans-papier, mais qui travaillaient, ont pu se déclarer. Ces gens-là, ensuite, ils ont pu aller voir le syndicat, ou même la police pour certains, puisqu'ils étaient en situation d'esclavage moderne, pour dire, en fait, j'ai besoin qu'on m'aide. Et ces personnes-là, on a pu les aider. Des conditions de travail de centaines de personnes ont été transformées par le fait qu'on leur a reconnu le droit d'exister sur le territoire. Et les lois très contraignantes vis-à-vis des populations étrangères sont au service des marchands de sommeil et des exploiteurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir, parce que en fait, si vous voulez lutter efficacement contre la traite d'êtres humains et contre le dumping au niveau du travail, la meilleure manière de le faire, c'est de reconnaître une personne sur le territoire, qu'elle soit étrangère ou non, et d'ainsi lui donner l'accès à une défense de ses intérêts. Oui, et non, parenthèse, c'est toujours quelque chose qui m'a étonné, simplement parce que je vois l'intérêt même très patronal de traiter bien ses employés. La personne va arriver, faire mieux son travail, et il y a très vite une incohérence, je trouve, dans le discours patronal entre la notion de culture de l'entreprise, qui était très à la mode plutôt en 2015. J'ai l'impression que ça commence à perdre un peu de force. Et finalement, la manière dont on traite réellement la personne. J'ai eu récemment dans un travail il n'y a pas très longtemps le cas où on a toute une journée pour expliquer à quel point où vraiment on fait, si vous préférez, je sais pas si c'est des choses qui vous arrivent de temps en temps, mais où on explique voilà, quelles sont la volonté de l'entreprise, comment est-ce que vous vous sentez. Donc vraiment une journée de discussion, et pour arriver à l'après-midi où on va parler des salaires, des vacances et finalement des choses qui importent, pas l'intellectualisme autour de la notion de travail, pour dire bon, on peut pas augmenter vos salaires, vous aurez pas plus de vacances, et si vous n'arrivez pas à finir vos dossiers, il faut que vous les finissiez à la maison. Est-ce que vous avez pour parler de travail qu'on va arriver un peu plus tard, est-ce que vous avez cette espèce de notion très moderne du travail, on est tous une entreprise, une famille, etc. Parce qu'on on poursuit collectivement la création d'un bien finalement qu'on va essayer de vendre, et c'est dans cette idée-là. Mais d'un autre côté, il faut se sacrifier pour l'entreprise. Il y a cette idée de c'est l'entreprise. Est-ce que vous voyez de quel genre de philosophie je parle? J'avais encore deux questions dans cette seule question, parce qu'on touche à des choses à la fois assez mal perçues, dans le sens où on n'a pas forcément une très grande réflexivité sur le travail et les conditions de travail et l'existence de l'entreprise, alors même que c'est le régime qui régit le plus de temps de notre vie. Oui, clairement. On est le plus de temps au travail, en fait, dans notre existence. On dort 8 heures, on passe 8 à 9 heures au travail, et on fait 2-3 heures d'autres trucs à côté qui sont... Mais voilà, quelqu'un on fait beaucoup moins de temps, on passe beaucoup moins de temps à faire le ménage de sa maison que de temps au travail. La première notion, c'est... Bon, on dit le travail, mais en fait, on devrait dire l'emploi, parce que c'est un régime spécifique du travail. C'est-à-dire que quand on fait son jardin pour faire pousser les légumes, on est aussi en train de travailler, mais on n'est pas payé pour. L'emploi est un régime de travail qui s'inscrit dans un régime économique qui est le capitalisme, un régime qui est basé sur le fait que des gens qui ont de l'argent investissent cet argent pour faire travailler des gens, pour gagner plus d'argent. C'est la base du système, qu'on l'aime ou pas, tout le monde est d'accord sur ça, c'est ça le capitalisme. C'est un système où le capital est investi et il y a un retour sur cet investissement qui fait grossir le capital. Et ce mécanisme-là pousse des gens à investir de l'argent et à créer des entreprises, et pousse un peu par le bâton des gens à venir travailler dans ces entreprises. Et c'est ça qui produit la richesse. De ce régime-là découle automatiquement un fait que l'intérêt de la personne qui investit son capital et qui emploie est différent de l'intérêt de la personne qui est employée. La personne qui investit son capital et qui emploie doit gagner de l'argent sur ce capital investi, veut le maximum de retour sur le capital investi. Et la personne qui est employée veut le meilleure condition de travail salariale, le meilleur part de son travail qui lui soit rendu. Donc voilà, vous payez quelqu'un pour aller faire les tomates de votre jardin, parce que finalement vous ne voulez pas les vous faire vous-même. Votre intérêt, c'est que la personne travaille très très dur, très très bien, très très fort pour avoir un maximum de tomates pour l'argent que vous lui avez donné. L'intérêt de la personne qui travaille dans votre jardin, c'est d'avoir un maximum de tomates pour elle, pour le travail qu'elle a fait. C'est deux intérêts qui sont fondamentalement divergents, quoi qu'il arrive.
on peut trouver des moyens de faire que malgré ces intérêts divergents, on cohabite dans une entreprise qui fonctionne correctement. Mais on ne pourra jamais faire aligner complètement ses intérêts dans une entreprise. Il y a un fantasme, alors ça c'est justement la deuxième question, de dire oui, mais ces entreprises qui disent on est d'abord une famille, etc. Je pense que le fantasme du néolibéralisme, son aboutissement, vers ce quoi elle voudrait tendre, c'est un nouvel homme. C'est eux qui sont maintenant dans ce délire de l'homme nouveau, qui pour moi est le signe d'une dérive politique. De cet homme nouveau qui serait l'homo entreprise, qui est un homme qui est heureux de sa condition d'entreprise, qui est heureux d'aller au travail, qui est heureux de fournir un travail à l'entreprise, de se sacrifier pour l'entreprise. C'est-à-dire que le premier régime de domination d'une entreprise, c'est le régime salarial. C'est le bâton. C'est la contrainte par soit tu travailles, soit tu meurs de faim. Ça, c'est le premier régime d'entraînement des forces des gens. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de gens pour cultiver des tomates. Je dis, bah, tu fais comme tu veux, mais tu n'auras pas de tomates si tu ne travailles pas. Donc, si tu veux des tomates pour manger, tu vas venir dans mon jardin travailler. Ça, c'est la première manière dont on fait travailler les gens. Puis après, on peut avoir un deuxième, c'est le gain matériel. C'est-à-dire, non seulement tu auras des tomates, mais j'ai aussi prévu de te donner un peu plus de tomates, ou j'ai prévu de te donner des moyens d'acheter autre chose que les tomates. Par exemple, je sais que tu aimes les aubergines, bah, je vais te donner des tomates et un peu d'argent pour que tu puisses t'acheter les aubergines, puis comme ça, tu auras des petits trucs en plus. Ça, ce serait l'entraînement matérialiste, c'est la consommation, quoi. Voilà. Oui, il faut venir travailler tous les matins, mais tu auras des produits de consommation très sympathiques qui vont te permettre d'avoir une existence sympa, ou au moins d'avoir des biens matériels qui t'intéressent. Un régime qui est aussi affaibli ces derniers temps, puisque les gens commencent de plus en plus à dire, oui, bon, je préfère avoir moins de biens matériels, mais plus de temps libre, moins contraint dans mon travail. Et donc la troisième, ce serait de dire, bah, on arrête d'avoir ça, et on aimerait carrément que les gens aiment leur entreprise. On aimerait que les gens aient un amour pour leur entreprise, un peu comme on devait dans certains régimes avoir un amour pour le parti, l'État ou le grand leader. Mmh. Et moi je trouve par exemple ça c'est une dérive particulièrement inquiétante de l'entreprise, parce que c'est vraiment justement ce régime total où on ne doit plus juste obéir à l'entreprise parce qu'on y a payé pour et parce qu'on a un avantage, on doit l'aimer. Mmh. Ce qui est mini parenthèse, mais je me fais la blague à moi-même, mais c'est rigolo parce que c'est pas mal de partis de droite marqués ont toujours été très critiques sur le côté amour du parti, amour de l'État, amour voilà, plutôt d'une gauche traditionnelle, pour finalement avoir le même, pas la même conception, mais la même façon d'acclamer finalement, c'est simplement leur... oui, choisir son hôtel, c'est juste devant lequel prier. Du coup, face à ça, c'est aussi une question très fourre-tout, mais face à ça, face à cette culture, est-ce que vous êtes plutôt positif et vous vous dites, j'ai l'impression que vous avez ce message un petit peu en arrière-fond, de cette idée finalement c'est en train de changer, les gens sont moins crédules face à cette idée-là, face à cette idée... bon, alors moi je suis roman, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup entendu face à cette idée de Startup Nation au temps de l'élection de Macron pour le premier tour, face à cette idée finalement du patron qui arrive et qui vous pointe du doigt, qui dit vous êtes l'avenir l'avenir économique, donc travaillez parce que grâce à vous, et finalement on vous valorise à travers cela, le monde va mieux, on fait du PIB, etc. Et si vous ne voyez pas un retour sur investissement maintenant, bah attendez 10 ans, 15 ans et vous verrez que ça ira mieux pour tout le monde si tout le monde travaille. Est-ce que vous pensez que cette idée, elle commence à disparaître un peu de la tête des gens? J'ai l'impression que c'est ce que vous sous-entendez. Ou est-ce que, à l'inverse, c'est en train de se solidifier? Ou est-ce que... Comment vous l'analysez-vous? Je pense qu'il y a une différenciation à faire entre la reconnaissance au travail et le projet totalitaire, en fait, parce que c'est un projet totalitaire de dire vous êtes totalement à votre entreprise. Vous l'aimez. Donc l'aspect de l'entreprise est total dans votre vie. Fort heureusement, l'histoire semble montrer que les projets totalitaires tiennent mal. À part la Corée du Nord, peu de régimes totalitaires ont réussi à faire long dans le temps. Donc on peut avoir une lueur d'espoir en se disant un régime totalitaire a de la peine à tenir sur ses propres contradictions. Et donc je pense que le projet de dire aux gens vous devez aimer votre entreprise, les gens disent, voilà, le slogan qui vient de plus en plus court maintenant, c'est tu détestes pas le lundi, tu détestes le capitalisme. C'est ça, tu peux pas le régime qui te fait travailler le matin et t'oblige à te lever alors que t'as pas envie de le faire, tu peux pas l'aimer. C'est ça que tu détestes, parce que c'est ça que tu voulais pas faire et on t'est obligé de le faire, on t'oblige à faire des choses pour survivre en plus. Pour survivre. Et puis en plus, tu devrais aimer les faire parce que sinon c'est mal.
Ce qui est quand même pas mal contraignant. Je pense que cette contradiction-là, elle n'est pas supportable pour les gens. Et je sais que j'ai pas envie d'être là ce matin. Peut-être pas tous les matins, et les matins on aimerait être au travail, mais ce matin j'avais pas envie d'être là. Mais je suis quand même là, quoi qu'il arrive, parce que peu importe que je le veuille ou non, je dois être là. Et donc, parce que j'y suis contraint, mais je devrais aimer ça, Mm. d'être contraint. Et les gens disent, bah ouais, moi j'aime pas être contraint en fait, personne n'aime vraiment ça. Et je pense que ça c'est la bonne nouvelle, l'optimisme, ça marche pas tellement. Mais non, par contre, les gens ont besoin de reconnaissance dans leur emploi. Un travail qu'on doit fournir doit nous offrir une légère satisfaction, euh, ou même des fois une grande. C'est-à-dire, par exemple, même pour le régime que je connais bien de celui des maçons, qui diront, voilà, on travaille sous la pluie et la neige, le travail est difficile, on nous fait lever hyper tôt le matin, on ne nous met jamais à l'abri alors qu'il y a un danger dans les chantiers. Il y a encore un mort toutes les 2 semaines sur les chantiers de Suisse, notre vie elle est en danger quand on travaille. Et puis, en plus, on doit tous les 3 ans se battre comme des fous pour que les patrons écoutent ce qu'on a besoin dans nos conditions de travail. Mais, malgré tout ça, donc je ne vais pas vous dire j'aime le lundi, j'aime mon entreprise, j'aime le fait de devoir travailler, mais j'apprécie mon travail parce que moi, je construis les routes sur lesquelles les gens peuvent rouler. C'est moi qui ai fait la maison des gens. Les gens, ils peuvent dormir parce que j'ai été là. C'est moi qui construis les hôpitaux. On ne peut pas se battre contre la pandémie sans hôpitaux. C'est moi qui vais faire l'hôpital, qui va permettre que les gens vont être soignés. Et ça, c'est une reconnaissance qui est importante pour les gens parce qu'ils c'est pas tant le problème du travail, c'est dans le régime dans lequel ils le font. C'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur travail. Je suis fier d'avoir construit un hôpital qui soigne des gens. Par contre, je suis pas très content d'avoir dû le faire en me levant tous les matins, même si je le voulais pas, pour aller travailler dans des conditions difficiles et me mettant en danger pour le faire. Je vois un petit peu l'heure qui avance, du coup Oui. je vais m'amuser à entrer vraiment dans les thématiques que j'ai pu trouver. Vu qu'on parle du travail, on va rester un petit peu là-dessus. Et je vais faire le rebond sur ce que vous venez de dire. Le 9 avril, du coup, dernier, UNIA a défendu la position suivante, c'est il faut réduire le temps de travail. Est-ce que c'est vrai que dans un contexte où on va bientôt voter sur AVS 21, où on nous dit il faut augmenter l'âge de la retraite parce que voilà, qui va payer qui va payer du coup la dette qui s'est accumulée depuis fortement beaucoup d'années. Euh, comment comment est-ce que vous défendez cette position? Comment est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous avez des soutiens aussi dans le monde politique derrière cette idée-là? Alors, bon, le premier point, je séparais la question de l'AVS de la durée du travail. Euh, En tout cas pour ce qui est des questions de soutenabilité du projet. Parce que l'AVS, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire et la légende que fait courir certains partis politiques, l'AVS se porte très bien. Elle se porte tellement bien qu'en 2021, elle a fait des bénéfices. Et de plus, c'est un système qui est solide, qui est là depuis très longtemps. On nous prédit un effondrement depuis bientôt 20 ans. Et au contraire, on a des bénéfices. Donc on peut dire qu'on devrait peut-être moins écouter les gens qui se sont trompés aussi souvent. Et en plus, la question de l'AVS, c'est que c'est les personnes actives qui payent pour les personnes à la retraite. Ce n'est pas un système de capitalisation, c'est un système de solidarité. Ce qui fait que du moment où le travail continue à augmenter en rentabilité, ce qui est plus que le cas ces dernières années, la rentabilité par individu au travail a explosé, notamment grâce aux nouvelles machines, à l'informatisation et à la transformation de certaines structures de travail. Du moment où on a ça, on peut garantir le paiement de l'AVS et on peut même augmenter les conditions de l'AVS. Ceci n'est pas un problème du moment où on décide justement que le fruit de cette augmentation de la rentabilité et du travail fourni doit être un peu mieux partagé. Ça, c'est la question qui se pose. La deuxième question qui se pose, c'est qu'on a un défi majeur qui se présente devant nous. Le défi majeur, enfin deux défis majeurs en réalité. Le premier défi majeur, c'est qu'effectivement, l'augmentation de la rentabilité au travail liée à de nouvelles technologies qui vont encore plus augmenter. La révolution industrielle qu'est la digitalisation a à peine débuté. Dans nos entreprises, à l'heure actuelle, on utilise le potentiel informatique de manière très faible par rapport à ce qu'on pourrait faire. Mais déjà comme ça c'est une transformation énorme. Moi qui ai fait dessinateur en génie civil, quand j'ai commencé mon apprentissage, modifier un plan pour que l'on fasse autrement que prévu sur un chantier. Donc on avait dit, vous faites comme ça à la maison. On dit, ah non, il faudrait changer ça dans la maison. Modifier un plan pour qu'il soit sur le chantier, pour qu'il fasse la maison d'autrement, prenait plus d'une semaine. Il fallait l'architecte qui rencontre le client, qui ensuite corrige un peu les plans, on fait les calculs, on voyait à l'ingénieur. Généralement, on n'avait pas encore des emails très, très efficaces pour des documents aussi lourds, donc on passait vite avec une clé USB. Là,
On est déjà en informatique, hein, mais Mhm. on va passer vite à une clé USB. L'ingénieur, il faisait ses calculs, il modifiait, il envoyait par email interne, ça pouvait passer sur le serveur interne au dessinateur qui faisait les corrections. Une fois les corrections faites, on prenait une clé USB, l'apprenti, donc moi, courait jusque chez l'imprimeur, demandait à l'imprimeur d'imprimer, je prenais les plans, je courais au bureau, je donnais aux collègues qui prenaient les plans, qui allaient en voiture les Oui, poser sur le chantier. c'est tout un trajet. Voilà, une semaine. Maintenant, je pense qu'on peut le faire en moins de 8 heures. Voilà. Tout par email, y compris sur le chantier qui ont maintenant des ordinateurs sur place. Mhm. Euh, Plus besoin d'ailleurs de courir avec la clé USB, on peut faire passer beaucoup plus de données sur la bande passante. Donc en 8 heures, je pense, le matin, l'architecte décide avec le client de modifier à 8 heures du matin quelque chose. À 16 heures sur le chantier, les plans sont arrivés modifiés et ils sont en train de préparer leur travail autrement pour obéir à ce nouvel ordre. C'est juste. Et ça, c'était maintenant, et on peut encore aller plus vite et encore plus loin. Et dans ce sens-là, Dans ce sens-là, excuse-moi, c'est vrai que j'ai un peu perdu. oui, Dans pardon. ce sens-là, on va avoir une rentabilité du travail qui va exploser. Et on va avoir beaucoup moins de monde pour faire le même travail. Là, l'exemple que j'ai donné, il n'y a plus besoin que l'apprenti court dans tous les sens avec une clé USB, il n'y a plus besoin que le commis passe avec une clé USB entre l'architecte et l'ingénieur, il n'y a plus besoin d'imprimer les plans à l'extérieur dans une unité prévue pour ça. Il y a plein d'emplois qui soit disparaissent, soit qui peuvent être faits beaucoup plus vite et donc demandent beaucoup moins de monde. C'est pas que les gens sont inutiles, c'est juste que le travail peut être fait beaucoup plus vite, qu'on peut produire les richesses beaucoup plus vite et que du coup, on a peut-être moins besoin de travailler. L'autre solution, ce serait on part plutôt tous à la retraite. Puis comme ça, on travaille vite et beaucoup pendant une petite période de notre vie, puis ensuite on va à la retraite. Ou on travaille vite et beaucoup pendant quelques jours, puis on a plus de jours de congé. Ou on a plus de semaines de vacances. Il faut faire quelque chose autour de ça, parce que sinon, la seule autre possibilité, c'est d'augmenter le taux de chômage. Chômage, ouais, je me faisais cette remarque gentiment. Euh, et dans ce contexte, je vais continuer un peu mes questions. J'ai essayé de faire des réponses plus concises. Non, ça joue très bien. Vous avez, alors, je vais quand même parler de l'initiative que vous avez lancée, du coup la AVS x13, qui demande une 13e rente AVS. Est-ce que vous pouvez aussi également l'expliquer, expliquer aussi quelle est l'idée derrière et pourquoi est-ce que vous trouvez que maintenant c'est important? Alors ça a toujours été important. Le système AVS est le plus solide des 3 systèmes de retraite à l'heure actuelle. La LPP ne fait pas tellement ses preuves. Elle, par contre, elle est constamment déficitaire, doit être renflouée, etc. Le 3e pilier n'est possible que pour des hauts revenus. Il faut avoir 6 Il 000 faut pouvoir mettre de côté. de côté par année, en plus de toutes les autres dépenses de la vie. Donc il reste pour beaucoup de monde que l'AVS, Mhm. et notamment d'ailleurs beaucoup de femmes. Pour survivre, simplement à la retraite, les gens vivent que de l'AVS pour beaucoup. Et pour beaucoup de la catégorie de population que nous défendons. Les employés sont les personnes qui peuvent se retrouver avec un salaire si bas qu'ils ne peuvent vivre que de l'AVS à leur retraite. À l'heure actuelle, l'AVS est trop bas, euh, avec 12 rentes, pour permettre aux gens de vivre. Et si le 13e salaire a tant d'importance dans le monde du travail, c'est parce qu'il est effectivement une nécessité pour payer les factures exceptionnelles qu'on a une fois par année, et aussi payer ce petit plaisir qui donne un sens à la vie, qu'est les cadeaux à Noël pour les enfants. Alors là, ce sera pour les petits-enfants, vu que c'est des personnes AVS, mais c'est l'idée. Ce petit séjour en vacances, ce petit restaurant pour l'anniversaire de mariage. Et ça, c'est ce qu'offrirait le 13e rente AVS à des gens qui vivent que de cet AVS. C'est aussi un système pour nous qui est gagnant globalement, parce qu'on le donne à des gens qui en ont réellement besoin. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un génie en économie pour savoir que si on donne à quelqu'un cet argent alors qu'il en a réellement besoin, il va le dépenser immédiatement. On parle de gens qui vont dépenser immédiatement pour le restaurant avec la famille, pour des choses comme ça. Et donc, évidemment, ça Ça fait recircule retourner dans l'économie, et donc ça garantit un bon système économique sain et actif. Alors, pour parler rapidement d'économie, je pense que alors, le débat n'est pas encore sur la table, mais vu qu'il va l'être, vu que l'initiative a été déposée, les 100 000 signatures ont été respectées, j'imagine que l'argument qui va vous tomber dessus le plus rapidement avec une vitesse foudroyante, c'est oui, mais comment on le finance? Et qu'est-ce que vous... Alors, j'ai lu du coup la réponse sur votre site internet, mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et finalement, qu'est-ce que vous répondez à l'argument qui revient le plus souvent quand on parle d'augmenter un système social, un service public, etc., c'est les questions du financement. Comment vous prévoyez du coup de le financer et qu'est-ce que vous avez à répondre à cet argument qui va, je le lance en avance, mais qui va arriver Il y a plein de manières de le faire. C'est souvent très amusant parce que la question de comment on le finance
est une question qui se veut très contraignante et qui se met dans un cadre très limité. Or, il y a un milliard de manières de le faire. Hein. C'est un choix politique. On tranche entre les intérêts des uns et des autres. Si on décide que notre intérêt collectif à la majorité des gens est d'une manière qui est délibérée, qui nous permet de définir que c'est vraiment important, dit il faut faire ça. Alors, il y a plein de manières. Alors, premièrement, effectivement, on peut déjà dire une partie du financement est déjà là, puisque l'AVS fait des bénéfices, ça veut dire qu'on peut donner plus de rente. Donc, bien voilà, c'est déjà fait en fait. Le deuxième point, effectivement, qui est celui qui est proposé, de dire la BNS qui devrait investir dans l'économie réelle, c'est son rôle. Hein. La BNS, c'est pas une banque privée qui doit mettre de l'argent. Bon, d'ailleurs, même les banques privées doivent pas faire ça. Le but d'une banque, normalement, c'est d'investir l'argent, c'est de la faire circuler de manière à booster l'économie. La BNS a des réserves gigantesques et fait des bénéfices, alors qu'elle devrait être en train de faire circuler cet argent. Donc, dire, quelle meilleure manière de faire pour faire circuler de l'argent que de le donner à des gens qui ont besoin de le dépenser immédiatement. Du coup, l'argent circule. Donc, on pourrait simplement prendre les bénéfices de la BNS, voir les réserves de la BNS si les bénéfices sont pas bons une année, pour faire circuler cet argent, puisque cet argent va circuler, et donc refaire des bénéfices à la BNS. Le troisième point, on peut aussi décider, le travail que l'on fournit est de plus en plus rentable, on veut une plus grosse part de gâteau pour les gens qui travaillent. Comme je disais, l'intérêt divergent entre l'employé et l'employeur, c'est comme on partage le gâteau du travail qui est fait par l'employé et financé à la base par l'employeur. On peut dire, le travail est beaucoup plus rentable, donc en fait, une partie de cette rentabilité devrait revenir aux employés. Donc, soit on fait des journées moins longues, soit on augmente la part AVS que doit payer l'employeur pour avoir les meilleures rentes AVS. Et puis après, on peut aller encore plus loin, on peut dire le système est fondamentalement injuste parce que ce régime qui prévoit que des gens font travailler de force d'autres avec la contrainte matérielle, c'est pas juste. En fait, on va exproprier les gens. Donc c'est une possibilité, c'est un choix politique. Alors un choix politique qu'on peut trouver brutal, injuste, suivant d'où on se trouve, mais les possibilités sont mille. On peut aussi dire, on fait des économies sur d'autres départements, puisqu'on fait volontiers des économies lorsqu'on considère que les finances sont trop restreintes pour certains objets, on peut dire, laissons tomber les avions de combat, on met ces milliards pour l'AVS. Ah, ce serait génial, moi, c'est foutu avion. J'aurais quand même... J'ai un peu perdu ma question. Non, oui, peut-être aussi, comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a vous voyez un changement dynamique avec cette récente crise du Covid, dans le sens que pendant très très longtemps, on expliquait que c'était pas, comment dire, la situation dans laquelle l'emploi s'est mis, le ralentissement massif que l'on a fait pendant la crise du Covid, a été une situation qui était inimaginable pour la plupart de la population, parce qu'il y avait ce discours constant du il faut travailler plus vite et mieux. Et tout à coup, toute l'économie a ralenti d'un seul coup, au grand bénéfice, entre parenthèses, de la planète, puisque c'était une année où le taux de pollution était relativement plus sain que d'habitude, on va dire. On a presque tenu nos engagements de Paris. Oui, j'ai vu récemment, on a presque tenu nos engagements. Est-ce que pour vous, comment est-ce que vous exploitez, enfin, pas vous exploitez, mais comment est-ce que vous interprétez plutôt cette crise du Covid ? Est-ce que ça ne devrait pas nous questionner finalement sur notre rapport au travail ? Parce qu'on a aussi du coup l'instauration un peu plus massive du télétravail qui s'est mis d'un coup. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour le droit des travailleurs, des travailleuses ? Comment vous le voyez ? C'est compliqué. Je pense que d'un point de vue des politiques, du politique, que j'engloberais globalement avec les syndicats patronaux, avec les think tanks, avec les partis, avec les gens très actifs sur les questions politiques, je pense que le changement s'est pas encore fait. Ils n'ont pas digéré, ces personnes-là, le choc que ça a été, cette situation, et ce que ça impliquait dans la politique de questions à se poser. Je pense que ça ne va pas se traduire d'ailleurs immédiatement dans les votes par de gros changements, parce que les gens qui voteront seront, et surtout les propositions politiques seront encore marquées par l'ancien temps, en quelque sorte. Mais par contre, dans la population elle-même, ça a fait un énorme changement, un énorme choc intellectuel. Premièrement, beaucoup de gens, du coup, ont refusé de retourner à leur ancien emploi après le Covid, parce qu'ils ont dit, mais en fait, j'ai eu 2 semaines, ou 2 mois, ou un temps pour me poser où j'avais plus le droit d'aller travailler à cause du Covid comme serveur. Et je me suis rendu compte à quel point c'était pas juste comme j'étais traité. Je me suis rendu compte que j'étais en train de ruiner ma santé et ma vie pour un travail qui me plaisait pas. Je me suis rendu compte que en fait c'était si mal payé que vivre d'autres petits métiers était presque mieux. Des métiers sont moins stressants, des métiers dans de meilleures conditions, des métiers où je suis mon propre patron. Et du coup, on a eu une migration d'employés comme ça.
Et beaucoup de métiers qui ne traitent pas très correctement leurs employés, ont de la peine à trouver maintenant des employés parce que les gens disent: ah non, en fait, en renonçant un peu de biens matériels, en faisant des travaux de ce type-là plutôt qu'au service de quelqu'un, en fait, je peux vivre correctement et je préfère ça. Et donc ça, je pense que c'est un changement qui fait qu'aussi, les gens vont avoir une autre soif d'autres propositions politiques dans les prochains temps, et que ça va créer du changement. L'autre aussi, c'est que euh, pendant le Covid, il était évident que l'intérêt divergent entre employés et employeurs était là, dans le sens où les associations patronales, pour une grande partie, euh, les think tanks néolibéraux, etc., ont tout à fait clairement dit non, on n'arrête pas le travail parce que mieux vaut sacrifier les gens à leur lieu de travail plutôt que de prendre le risque de stopper l'économie. Ce qui est un message très brutal vis-à-vis des gens, c'est-à-dire on préfère vous faire mourir à votre poste. On a aussi une hiérarchisation des métiers tout à coup, c'est-à-dire tous les métiers de la culture non essentiels, point, c'est tout, accepté de manière étatique. Et puis essentiel, ça veut dire que essentiel ne veut pas dire, n'est pas, alors c'est une bonne façon d'essayer de le rendre positif, mais essentiel, ça veut surtout dire les personnes qui travaillent sont sacrifiables. Puisque c'est ça, dire aux maçons, vous continuez à aller à travailler alors qu'on ne sait pas du tout ce que fait ce virus, c'est un moment de terreur pour les gens, hein. On a eu des situations très tendues. Dire voilà, vous continuez, on ne sait pas si, voilà, on voit dans l'Italie que ça se passe très très mal, on ne sait pas ce que ça fait vraiment, mais vous allez quand même continuer à aller au chantier à 60 dans une cabane de chantier parce que vous êtes essentiel, il faut que ça travaille. Et ça fait que les gens tout à coup se disent, mais ouais, en fait, c'est tout ce que je suis. Je suis un élément sacrifiable pour garantir que la machine tourne, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est clair que pour beaucoup de gens, ils sont sortis de cette crise en se disant, mais en fait, si je veux être traité correctement, il va falloir que je tape du poing sur la table. Et qui ont vu que ça marchait, puisque nous, on a tourné pendant le Covid sur les chantiers, dans les lieux de travail, on a fait respecter les règles, on a tenu tête, on a fermé des chantiers, on a harcelé des points de vente jusqu'à ce qu'ils mettent des vitrines pour protéger leurs employés. Enfin, ils ont vu que c'était comme ça que ça marchait, en fait. Le rapport, justement, injuste de travail, de domination a été mis à nu pendant un moment. Oui, je pense aussi, je suis aussi assez positif sur le fait que j'ai l'impression que ça a choqué royalement la population à un moment en tout cas. Alors je sais pas si c'est directement lié, mais par exemple il y a l'hôtellerie-restauration qui demande des meilleures conditions de travail. Il y a aussi la Convention nationale de la construction. Bon, ça c'était prévu de toute façon, mais il y a quand même une perspective d'avenir qui s'offre, j'ai l'impression en tout cas pour certains champs de travail. On a aussi vu avec les infirmiers et les infirmières et tous les responsables de la santé. C'est des professions qui sont toujours très précaires, mais qui étaient vraiment en plus non reconnues, non existantes. C'était l'infirmière, point. Il n'y a même pas la décence d'essayer de voir comment ces personnes-là travaillaient, quelles étaient leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, elles étaient applaudies. Maintenant, elles sont entrées dans la Constitution comme un travail, avec l'initiative récente, comme un travail qu'il faut protéger. Est-ce que vous voyez du coup oui, cette évolution, est-ce que vous êtes assez positif sur le fait que ça va prendre quand même? Et est-ce que vous pensez que ça peut toucher aussi d'autres corps de métier dans le futur plutôt que juste les soins? Oui, je pense clairement que la situation on va avoir 5 années qui vont secouer, je pense, les prochaines années. Je pense que les employeurs, ou en tout cas leurs banquiers, doivent prendre conscience qu'ils ont pris une trop grosse part du gâteau jusqu'à l'heure. Et que maintenant, il faudra rétablir un peu l'équilibre. Je pense que ça va être une période de secousse. Et je vois que les gens, s'ils ne sont pas forcément encore dans un état d'esprit où ils vont dire ok, je vais aller chercher ça, qu'en tout cas, ils sont dans un état d'esprit, ils disent par contre, je sais que c'est pas juste. C'est-à-dire que les gens ont pris conscience que c'est pas juste. C'est pas forcément qu'ils sont prêts à se battre, mais au moins ils acceptent plus ça comme normal. C'est pas normal. Les gens trouvent ça plus normal. Je pense qu'on va gentiment terminer cette interview à cause de l'heure qui tourne un petit peu. Pour le futur, du coup, je vous ai déjà posé un peu la question sur les défis politiques de demain. Mais comment est-ce que vous voyez le futur d'UNIA? Quels sont les prochains combats que vous allez mener à court terme et à long terme? Comment est-ce que vous voyez du coup le futur du syndicat? Bon, la réponse qu'on doit... Enfin, pour le court terme, on a le renouvellement de la CCT du gros œuvre qui va être quelque chose de compliqué. On a encore, comme j'ai dit, affaire à des employeurs qui sont, en tout cas pour l'organisation qui les représente, dogmatiques, qui refusent justement de voir les évolutions de la société actuelle.
On a la CCT de l'hôtellerie-restauration qui doit être aussi renouvelée, où là, il y a beaucoup de plaintes des patrons qu'il n'y a plus d'employés, et on essaie de leur faire comprendre que c'est lié aux conditions de travail, que les gens préfèrent aller travailler ailleurs, tout simplement. Et puis, il faudrait obtenir enfin une CCT dans la vente pour tout ce personnel qui a aussi été considéré comme essentiel, première ligne durant tout le Covid, et qui pourtant n'ont pas de salaire minimum, 4 semaines de vacances par année maximum, des choses comme ça, qui n'ont vraiment même pas de 13e salaire, enfin, des conditions de travail qui sont exécrables qu'il faut changer. Ça, c'est pour le court terme. Pour le long terme, il y a 2 gros défis qui attendent le monde du travail et la société suisse en général. Le premier, c'est la digitalisation, qui est une révolution industrielle qui nous oblige à repenser le rapport au travail et la manière dont on organise le travail dans notre société. Et le changement climatique qui pose carrément la question de notre survie en tant qu'espèce. Et qui, du coup, nécessairement demandera à ce qu'on réagisse et qu'on prenne des mesures drastiques sur la question. Je peux vous demander, enfin, une petite œuvre d'art, que ce soit un livre, un film, une pièce de théâtre, un jeu vidéo, peu importe. Simplement pour laisser quand même les auditeurs et auditrices avec quelque chose. Je pense qu'il faudrait regarder le film Parasite. De Bong Joon-ho, déjà parce que le cinéma coréen c'est vraiment chouette, mais aussi parce que c'est cette approche que je pense qui est nécessaire, qui est une approche structurelle. Aucun personnage n'est gentil, aucun personnage est méchant. Ils sont pris simplement dans des rapports de fonctionnement et des intérêts divergents qui font que l'un nuit à l'autre. Et là, en l'occurrence, que les gens très puissants, dans leur vie déconnectée de la réalité, de ce que ça veut dire pour les gens qui sont en bas, ont comme impact sur ces gens en bas. Ils leur veulent pas du mal, mais ils leur font du mal. Alors, Monsieur François Clément, merci. Je vous en prie. Et voilà, c'était le second épisode de Politicus. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et je vous attends de pied ferme pour l'épisode 3.